Alors, on voulait vous faire, pour se remettre dans le bain et faire la transition avec les séquences plénières, un petit panorama, un petit état des lieux, notamment avec les données dont on dispose sur les enfants en situation de handicap et protégés. Les quelques chiffres dont on dispose datent pour certains de 2015. C'est des chiffres du Défenseur des droits et c'est des chiffres qui sont des estimations qualifiées par le Défenseur des droits de prudentes, puisque basées sur des retours de questionnaires et sur des handicaps reconnus. Donc en 2015, le Défenseur des droits estimait que 17% des enfants pris en charge par la protection de l'enfance étaient porteurs d'un handicap. Ça correspondait à 70 000 enfants sur les 300 000 enfants bénéficiant d'une mesure ASE à l'époque, puisqu'aujourd'hui, le nombre d'enfants qui bénéficient d'une mesure d'aide sociale à l'enfance a fortement augmenté. Un peu en miroir, on a des données de l'adresse qui datent de 2022 qui estiment que 15% des enfants accompagnés par les structures médico-sociales pour enfants ou adolescents en situation de handicap bénéficient d'une mesure d'aide sociale à l'enfance et que 2 enfants sur 5, c'est la part d'enfants accompagnés en ITEP bénéficiant d'une mesure d'aide sociale à l'enfance. Au sein du réseau, on a d'autres données, notamment des enquêtes qui ont été conduites par certains adhérents, je pense à Apprentis d'Auteuil, en 2019, qui estimait que 15% des enfants accompagnés au titre de l'aide sociale à l'enfance par l'association bénéficiaient d'une notification MDPH, en sachant que ce taux variait grandement d'un établissement à l'autre. Sur les sujets d'actualité, puisque quand on parle d'enfants dits à double vulnérabilité, on ne peut pas dire que ce n'est pas un sujet qui n'est pas abordé. Ça fait l'objet de plusieurs mesures, plusieurs annonces. On pense notamment aux contractualisations département-État au titre de la prévention et de la protection de l'enfance qui contenaient des objectifs d'action pouvant porter sur l'accompagnement de ces enfants protégés en situation de handicap. Aujourd'hui, on n'a pas en revanche de bilan sur les actions qui auraient été conduites à ce titre, en tout cas à l'échelle nationale. On a également les 50 000 solutions. La Priscille, tu peux peut-être nous en dire quelques mots. Oui, tout à fait. Les 50 000 nouvelles solutions qui sont donc une promesse, une mesure de la CNH 2023 et qui vise à renforcer l'offre médico-sociale à destination des publics, de façon générale des publics en situation de handicap, avec un focus réalisé sur certaines populations, notamment les enfants en situation de handicap accueillis par les structures de l'aide sociale à l'enfance. Ce sont 50 000 solutions qui font l'objet de, voilà, pour ne pas rentrer dans les détails, mais de délégations de crédit auprès des agences régionales de santé. Ici aussi, je ne veux pas spoiler quelque part les échanges que nous aurons à l'avenir entre les liens entre ARS, conseils départementaux, acteurs du territoire, de l'accompagnement. Mais voilà, il y a aussi tout cet enjeu, de crédit délégué à une entité qui va entrer en relation avec une autre, même si voilà, c'est quand même déjà des partenaires, j'ai presque envie de dire des partenaires particuliers, dans la mesure où ils travaillent ensemble au quotidien. Et qui vont devoir travailler encore plus ensemble pour mettre en place ces 50 000 solutions, notamment au profit des enfants accueillis par les services de l'ASE. Et pour soutenir ce déploiement de solutions, il y a une mission IGAS, IGJ, IGESR, ne me faites pas déplier les acronymes, en cours sur l'enfance et le handicap, de manière générale, donc qui traite de plusieurs thématiques, dont l'une porte sur les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance. Alors, enfants confiés, on voit là déjà qu'on exclut sans doute une partie des enfants protégés qui ne sont pas confiés à l'aide sociale à l'enfance. Pour être très transparente avec vous, on souhaitait présenter les conclusions de ce rapport aujourd'hui avec vous et pouvoir en débattre, mais le rapport n'a toujours pas été remis. Et dans les dernières actualités, vous savez sans doute que va se mettre en place une commission d'enquête parlementaire sur les dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance, dont les sujets qui vont être traités sont très larges là aussi, mais qui souhaitent, entre autres, je cite, établir un chiffrage des besoins en structures supplémentaires, notamment celles nécessaires pour accompagner les enfants à double vulnérabilité et du nombre d'enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance en attente de mise en œuvre d'une notification de la MDPH.
nous souhaitions faire un retour sur l'audition de l'UNIOPS à l'occasion du rapport au soulier Carrasco, C'est la mission IGAS, IGJ, IGESR mentionnée précédemment. la fameuse, et donc annoncée lors de la CNH 2023, alors avec une lettre de mission extrêmement vaste, extrêmement riche. En effet, pour rappel, cette mission, elle devait porter non seulement sur l'amélioration des accompagnements entre des enfants en situation de handicap par exemple, mais aussi les transports scolaires des enfants en situation de handicap, et aussi d'autres sujets, et également le cahier des charges. Dans le cadre de ce rapport, devait être réalisé le cahier des charges des fameux, entre guillemets, IME à l'école. Une mission extrêmement riche, dont on attend toujours, avec beaucoup d'attentes, les résultats. Donc nous, les messages qu'on a vraiment souhaité faire passer dans le cadre de cette audition, alors notamment, parce qu'évidemment, on ne s'est évidemment pas limité à ces points forts, mais c'était vraiment les idées forces qu'on souhaitait partager aujourd'hui. C'est déjà les fortes tensions pesant sur les services dédiés à l'accompagnement des enfants en situation de handicap. Et le manque criant de professionnels, alors, notamment de santé, mais pas que, et de formation croisée, d'acculturation, etc. Des équipes travaillant dans un champ et dans l'autre. En effet, on a quand même de nombreux adhérents, que ce soit sur le champ de l'autonomie, donc le secteur du handicap, ou le champ de l'enfance protégée, d'enfants qui sont en attente d'accompagnement avec des troubles pouvant s'aggraver en raison notamment du manque ou voire d'absence parfois d'accompagnement, et leur entourage qui s'en retrouve démunis. On souhaitait également mettre en lumière la situation de tous ces enfants confiés qui, même lorsqu'ils disposent d'une notification MDPH, ne bénéficient pas d'accompagnement adapté, ce qui génère très concrètement des fortes tensions au sein des établissements vis-à-vis des enfants, les professionnels, avec des conditions d'accueil qui sont de plus en plus difficiles et qui entraînent parfois des violences, y compris entre enfants. On a également aussi souhaité mettre en lumière que les tensions sont d'autant plus vives que certains enfants confiés en situation de handicap sortent finalement très très peu de leur lieu de placement, alors qu'au contraire, on est quand même plutôt dans une logique de société inclusive, et notamment plusieurs adhérents qui témoignent d'enfants peu scolarisés, voire non scolarisés. Or, comme je disais il y a quelques instants, un des gros focus de cette mission au soulier Carrasco, c'était de travailler sur la scolarisation des enfants en situation de handicap, quel que soit leur mode d'accueil. Et nous, ce qu'on a aussi souhaité mettre en valeur vis-à-vis des inspecteurs qui nous ont auditionnés, c'est que la lettre de mission au soulier Carrasco indiquait que les préconisations du rapport doivent s'inscrire dans la dynamique de transformation de l'offre médico-sociale. Et c'est vrai que c'était important pour l'UNIOPS, pour le réseau, que ces préconisations s'inscrivent également dans les perspectives d'évolution des modalités d'accueil et d'accompagnement en protection de l'enfance, parce qu'on ne peut pas forcément aller agir et actionner des leviers sur un secteur et pas sur l'autre, puisqu'on a un prisme quand même public. Et donc, dans la mesure où ces différentes actions, ces différents leviers à activer et s'inscrivent dans un écosystème très riche d'acteurs et de dispositifs, il est indispensable que la mise en œuvre de cette mesure, et donc des différentes préconisations à l'échelle des territoires, fasse l'objet de réunions de concertation, d'une gouvernance ad hoc pour prévenir les éventuelles difficultés ou situations de blocage. Et pour trouver des solutions à tout ça, 3 intervenants avec lesquels, qui vont d'abord échanger entre eux et avec lesquels vous allez échanger ensuite. Je vous laisse peut-être vous présenter les uns les autres. Oui. Attends. Moi, je vais faire comme ça. Donc, Cathy Lemoigne, je dirige une association de protection de l'enfance en Mayenne, l'association Champ de Clair, et je suis à l'UNIOPS représentante au bureau du Conseil national de la protection de l'enfance et coprésidente de la commission enfance, jeunesse, famille de l'UNIOPS et VP URIOPS Pays de la Loire. Bonsoir, donc Lucie Vacher, moi je suis vice-présidente à la métropole de Lyon à l'enfance, la famille et la jeunesse, et je suis membre du bureau du Conseil national de la protection de l'enfance. Bonsoir, Damien Tellier. Donc moi je suis pour ma part directeur d'un DITEP et d'un IEBA pour une association bretonne qui s'appelle AROC. Mais je ne suis pas à ce titre-là face à vous, en tout cas pas que. Je suis aussi affilié à une association qui s'appelle l'AIRE. Et donc, je suis le représentant des établissements bretons. Voilà.
Merci beaucoup. Et pour rythmer un peu nos échanges, puisque si on vous lance comme ça sur enfants dits à double vulnérabilité, quels enjeux, quelles réponses, nul doute que vous ne sauriez largement tenir le temps qui nous est imparti avec des propos très pertinents. Mais on a choisi de séquencer cette table ronde avec différents sous-thématiques de notre thématique, qui est la prise en charge des enfants dits à double vulnérabilité. En vous faisant réagir, du coup, sur des extraits de rapports, des extraits d'études conduites par le réseau UNUOPS sur UOPS, sur des verbatims aussi, qui à chaque fois vont venir illustrer certains enjeux relatifs à cette thématique. Donc pour débuter, alors pas des moindres, pas sûr. Au moins comme ça, on est sûr que ça fonctionne. Donc alors, premier verbatim issu d'un document qui n'est pas des moindres, puisqu'il s'agit du rapport annuel de 2015 sur les droits de l'enfant, handicap et protection de l'enfance, des droits pour des enfants invisibles. Et donc, ce qu'on a souhaité mettre en lumière, extraire de ce rapport, c'est cette phrase suivante, ce verbatim. Ces enfants apparaissent comme des enfants invisibles, oubliés à la fois des politiques d'accompagnement du handicap et de protection de l'enfance. Alors, je vais tendre mon micro à M. Tellier, en premier lieu, pour réagir. Oui, alors, ils ne sont pas si invisibles que ça, en tout cas, quand on est sur le terrain. c'est même souvent les plus bruyants. Alors après, ça, c'est plutôt une position personnelle, mais cette appellation de la double vulnérabilité, et puis j'ai quelques cheveux blancs qui me permettent de dire que j'ai connu d'autres sémantiques pour les qualifier, ces enfants-là. Ce qui est assez paradoxal aujourd'hui quand même, c'est qu'effectivement, on n'a jamais autant parlé d'inclusion et on n'a jamais autant cherché à catégoriser. Et ça, c'est un grand paradoxe dans lequel, effectivement, on est obligé en tout cas, on est obligé de faire avec. Quand on pose la question de savoir qui sont-ils, effectivement, ce sont d'abord des jeunes que nous accompagnons, ou en tout cas que nous savons présents sur nos territoires, et qui sont bien souvent à la porte des établissements médico-sociaux, que nous fabriquons aussi parfois, j'ai envie de dire, parce qu'effectivement, quand face à des ouvertures de droit de la MDPH, il n'y a pas nécessairement de réponse en face, bien quelquefois, et c'est mon observation personnelle, mais c'est peut-être que propre à la Bretagne, quelquefois vient la réponse du social, là où quelque part la réponse du soin aurait suffi si on était arrivé aussi à point nommé. Donc voilà, en tout cas c'est une position. L'AIRE, depuis un certain temps déjà, l'AIRE, c'est l'association des DITEP au niveau national. Cherche depuis un certain temps à se rapprocher aussi des associations partenaires de la protection de l'enfance pour essayer de se coller à cette question de ces jeunes dits à vulnérabilité, patates chaudes, etc. Pour savoir qu'est-ce qu'on va en faire. On les a tous sur le même territoire. On est sur des territoires, et ce sont les mêmes, qu'ils soient dans la protection de l'enfance ou dans nos établissements médico-sociaux. Et comment faire, quid de l'accompagnement pour ces jeunes? Alors, c'est porté au niveau politique aussi. Dernièrement, la IRE a rencontré Fadila Khattabi. Alors, effectivement, il y a toujours, on voyait des chiffres d'affichés là, toujours quelques points de divergence quand même là-dessus, parce que les rapports affichent des chiffres qui sont assez bas, selon nous en tout cas, puisque dans nos établissements médico-sociaux, on s'approche des 50% en réalité de jeunes qui sont dits à double vulnérabilité. La porte d'entrée de la double vulnérabilité, j'entends protection de l'enfance et handicap. Je n'ai pas parlé de l'absence du sanitaire parfois dans certains parcours, et puis le fait de l'absence de scolarité aussi pour d'autres jeunes. Donc là, on pourrait parler de quadruple vulnérabilité et plus que ça. Simplement redire, puis après je vais passer la parole aux collègues, attirer peut-être l'attention, ça paraît tout à fait naïf quand je dis ça, mais ces jeunes à double vulnérabilité, ce sont avant tout des jeunes, des familles, des fratries et surtout des situations en souffrance. Voilà. Et donc c'est comment est-ce que... ma question elle est surtout, c'est comment décemment on peut se dire, avec les moyens qu'on a, parce qu'il ne faut pas se leurrer, on n'aura pas non plus 50 000 solutions, en tout cas arriver tous les ans, comment on arrive
assez raisonnablement à se dire on a une population à la porte de nos établissements. Comment on arrive aussi bien avec le droit commun, avec les écoles, avec nos établissements médico-sociaux, avec la protection de l'enfance, à faire en sorte d'amoindrir en tout cas la souffrance et peut-être aussi pour ça, pardon, je suis un peu confus là-dessus, mais ça demande aussi à ce que chacun balaye aussi devant sa porte. Et ça, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Voilà. Peut-être qu'on reviendra à un moment donné sur l'expérimentation des ITEP, notamment sur le déploiement des dispositifs, mais je dirais qu'on a amené, selon moi, un début de réponse. Merci. Alors effectivement, moi, ce que ça m'inspire, mais je suis vraiment dans la continuité de ce qui vient d'être dit, cette question de la double vulnérabilité, ça questionne, hein, cet intitulé. On se l'est d'ailleurs posé entre nous aussi, parce qu'on entend handicap, mais reconnaissance du handicap et accueil en protection de l'enfance. Mais on pourrait être bien au-delà sur les enfants, sur les questions de la santé mentale des enfants notamment. On pourrait inclure du coup aussi sur les mineurs non accompagnés, et là aussi la question de la santé de ces jeunes et qui sont également accueillis en protection de l'enfance. On pourrait ajouter une dimension plus sociale et qui est une vulnérabilité de la famille, peut-être là au sens large, mais qui se répercute sur l'enfant, sur ses dimensions sociales aussi. On pourrait ajouter des phénomènes qui sont là aussi peut-être peu visibles, ou en tout cas pas suffisamment visibles, et pour autant relativement prégnants, qui est la question de la prostitution des mineurs. Et donc là, on est encore sur une vulnérabilité supplémentaire. Donc c'est vrai qu'on on a cette thématique de double vulnérabilité, mais pour autant, elle ne se réduit pas à ce qui peut être du vécu de situation, et puis du coup à ce que les professionnels ont à accompagner plus directement sur le terrain, et à ce qu'au niveau des décideurs, en tout cas, on a aussi à prendre en compte en termes de réponses et de réflexion pour trouver des solutions. Je voudrais ajouter, parce qu'à mon niveau aussi, hein, les chiffres qui ont été présentés sont vraiment sous-estimés. En tout cas, moi, du retour du côté de la métropole de Lyon, des rapports d'activité des différentes associations qui interviennent dans le champ de la protection de l'enfance, on est plutôt autour de 30 à 40% de jeunes qui sont confiés du coup en protection de l'enfance, qui sont une reconnaissance de handicap, si on se restreint à la reconnaissance de handicap en tant que tel. Donc de fait, le champ est bien plus large, avec une surreprésentation des jeunes en situation, enfin ayant des troubles autistiques, surreprésentation aussi de grands mineurs ou de jeunes majeurs, mais là qui s'explique aussi, et c'est là où les politiques du handicap et les politiques de l'enfance sont extrêmement liées, parce que d'une certaine manière, les solutions ou les dispositifs qui existent d'un côté et de l'autre vont les deux avoir des conséquences les uns sur les autres. Et c'est tout l'intérêt, sans vouloir aller plus loin parce qu'on va y revenir, mais sur les enjeux, en tout cas, à avoir des réponses communes par rapport à des solutions qui traversent les dispositifs et les échelons de décision. Et puis, pour finir peut-être le propos, moi je vais remonter d'un cran, plutôt sur le côté, mais au fond... Est-ce qu'on aurait pu prédire ça? C'est-à-dire que c'est toujours intéressant de regarder un peu dans les politiques publiques l'aspect proactif, prospectif et prédictif. Et qu'effectivement, aujourd'hui, alors qu'on a ce public-là dans nos établissements, on tente dans l'après-coup, a posteriori, de les nommer. Donc on les nomme comme étant des doubles vulnérabilités, des incasés, des incasables. Chacun y allant de sa philosophie. C'est douloureux quand même d'entendre dire que ces enfants-là, à partir du moment où ils relèvent de la protection de l'enfance, il y a de la vulnérabilité. Je ne sais pas si on peut mettre les tout au même niveau comme ça, sous un seul et même vocable. En tout cas, moi, ça m'interroge parce que ça stigmatise beaucoup. Là, on a des enfants, puisqu'on est sur un verbatim, qui disent beaucoup qu'ils aimeraient bien qu'on les lâche un peu sur cette affaire-là et qu'on banalise cette question déjà de l'arrivée en protection de l'enfance, qui est certes pas neutre, hein. Mon propos n'est pas de dire c'est banal, mais par contre mon propos est de dire faisons en sorte qu'ils vivent une vie d'enfant classique et plus normative que d'essayer de les cranter et de périmétrer quelque chose qui concourrait à dire voilà, puisque dans l'après-coup on en fait quelque chose, on va les rentrer dans une politique publique, et puis du coup ça fait fracture,
parce qu'on n'a aucune politique publique linéaire qui peut les prendre en compte, puisque soit on va aller du côté de l'État avec l'ARS, soit on va du côté des CD avec la question de la protection de l'enfance. Donc on voit bien que, au fond, on n'a peut-être pas été très bon non plus sur, et a priori, quel chemin on aurait pu faire autrement sur une évolution de public en protection de l'enfance, et puis se poser des questions de est-ce que ce changement il est durable, il va aller en s'accroissant, et demain la protection de l'enfance, et on y répondra plus tard, deviendra quelque chose plutôt de l'ordre du sanitaire, de l'extinction de la crise, et quelque chose qui relèvera beaucoup plus du médico-social, ou est-ce qu'au fond la question des vulnérabilités, elle peut se traiter à plein d'instances, y compris au niveau de la carence éducative et du travail social à mener pour accompagner l'ensemble de ces familles et jeunes. C'est une parfaite transition avec notre deuxième volet. On a conduit à l'automne, tout le réseau UNIOPS sur IOPS, une enquête sur la pénurie de professionnels en protection de l'enfance. On y avait adossé un second volet cette année qui portait sur les difficultés ou tensions dans les établissements liées à des accueils d'enfants en surnombre ou alors des accueils d'enfants ne correspondant pas à l'habilitation de l'établissement. Ce qu'on avait un peu en tête à ce moment-là, c'était notamment l'accueil d'enfants plus jeunes, puisqu'on sait qu'il y a eu une augmentation du nombre de placements de bébés, par exemple, dans des établissements qui n'étaient pas habilités pour. Ce qu'il en ressort, c'est qu'on a 44% des répondants qui indiquent accueillir à la demande de l'autorité de tutelle des enfants ou jeunes dont le profil ne correspond pas à leur habilitation. Et ce, de manière assez pérenne, puisqu'on a interrogé aussi est-ce qu'on est sur des formes d'accueil d'urgence en vue d'une réorientation vers un établissement adapté. Pas tant, en réalité pas tant. Et quand on demande en détail qui sont ces enfants ou ces jeunes, pour 76% des répondants, ce sont des enfants et jeunes en situation de handicap. Donc là aussi, on a une prévalence quand même plus importante que ce que laissent supposer les chiffres de 2015 du Défenseur des droits. Il y avait une section commentaires libres, et on a un répondant qui nous dit qu'il manque, comme financeur et acteur donnant des autorisations de fonctionnement, l'ARS. Elle doit prendre en charge les professionnels nécessaires à l'accompagnement des enfants dépendant de la protection de l'enfance et ayant un handicap. Donc là, sur cette séquence, on est sur un prisme qui porte sur les établissements de protection de l'enfance, les difficultés actuelles à accueillir des enfants en situation de handicap, et là-dedans, il y a évidemment une variété, une multiplicité de situations et d'enfants, et des évolutions souhaitées ou non. Cathy, est-ce que tu veux reprendre, puisque c'était dans la droite ligne de tes... Allez, j'y retourne. Alors, plusieurs choses, court, 4 minutes chacun, comme ça va permettre vraiment qu'on ait de l'espace pour causer avec vous, parce qu'on est quand même venu pour ça. Alors, soit on se dit, on est plutôt en protection de l'enfance coopérant, au sens où on va aller chercher les compétences qui nous manquent, mais on ne cherche pas à les intégrer dans nos établissements, au sens où on recruterait dans nos établissements, via des fonds de l'ARS, des médecins, des infirmiers, des pédopsies, etc. Et soit on dit, on garantit un secteur social pur social, mais par contre, on complète le plateau technique et on va chercher sur un territoire de manière à coopérer. Là, on gravite avec ce qu'on pourrait cranter demain, mais on verra dans les solutions, sur les comités départementaux de protection de l'enfance et comment demain les acteurs peuvent mailler sur un territoire. Voilà. Deuxièmement, on peut dire, au fond, ça va être une transformation durable et c'est de ça dont il s'agit. Auquel cas, nos professionnels purs travailleurs sociaux, purs éducatifs, ne sont pas équipés pour faire face à la question de la prise en charge médicale, paramédicale, de soins du corps. Je pense aux toilettes, je pense où nos éducateurs spécialisés ne sont pas avec ça, et effectivement c'est pas le corps de métier. Et demain, plutôt que de dire regardons la protection de l'enfance se débattre avec des questions dont elle ne sait pas savoir y faire, et on s'entend beaucoup dire qu'on n'est pas bon en matière de formation, peut-être faut-il que du coup effectivement on embauche du personnel qui concourt. Ou bien, à un moment donné, les choses vont se tasser parce que ça parle d'autre chose. C'est-à-dire que c'est Damien qui disait tout à l'heure qu'on est parfois aussi des fabriques à complexité. C'est-à-dire qu'à être dans du surnuméraire, à ne pas avoir des plateaux techniques suffisants, à ne pas penser des taux énormes d'encadrement, alors on n'arrive pas à faire face aux difficultés rencontrées. Et du coup, beaucoup de choses nous échappent, glissent et fabriquent. Voilà. Donc, avec quoi est-on ? Ça fait 3 possibilités de discussion entre nous. Merci. Je voulais dire aussi qu'il y a des enfants dits vulnérables pour qui ça se passe bien et qu'on sait déjà bien faire finalement avec ces jeunes-là. Paradoxalement aussi, il y a quelquefois sur des territoires
où la protection de l'enfance se voit attribuer des budgets assez minables, j'ai envie de le dire. Et par ailleurs, les départements, ça ne va pas les empêcher de faire appel à des ersatz d'associations, des boîtes qui font de l'intérim, etc. à la base, et puis qui vont afficher des prix de journée faramineux. Et je pense qu'il n'y a pas qu'en Bretagne que ça se passe, hein. Et ces gens-là, finalement, comme ils vont dépanner tout le monde et prendre les plus compliqués, on va leur verser des prix de journée qui sont assez étourdissants. Donc, quelquefois, on se pose la question des moyens, finalement, et on les trouve quand on est vraiment le nez dans le caca, quoi. Voilà. Il y a des exemples aujourd'hui, et effectivement, je rejoins Cathy là-dessus, c'est la question que tout le monde doit se poser. Est-ce qu'on équipe tout le monde ou est-ce que chacun reste à sa place, mais avec davantage de communication? Il y a quand même des entre-deux aujourd'hui où on voit que certaines associations de la protection de l'enfance ont opéré aussi un petit virage, ont eu la chance parfois d'avoir un médecin psychiatre dans leurs effectifs, ce qui n'est pas simple, hein. Et aussi sont venus un peu gratouiller, chercher un peu de matière via les échanges qu'il y a pu avoir entre nos deux secteurs. Ont amené, notamment, j'ai échangé avec une association la semaine dernière qui se préoccupe de la sensorialité. Voilà, chose qui n'était pas nécessairement évoquée ou peut-être pas toujours nommée de cette façon-là. C'est-à-dire, dans l'accueil d'un enfant, on va se préoccuper dans sa chambre de voir quelle lumière lui va, quelle matière de couette il préfère, etc. Ça peut prêter à sourire, mais c'est des choses qui sont fondamentales quand on vient d'être déraciné de sa famille, de son club de foot, de son école, de son territoire, etc. Il y a besoin de retrouver quelquefois des choses contenantes. Voilà. Moi, il me semble, ce qui est sûr, en tout cas, ce qui fait partie, me semble-t-il, des constats qui sont partagés, c'est que les dispositifs classiques en protection de l'enfance ne conviennent pas à des enfants qui sont en situation de handicap, parce qu'on voit qu'il y a des nombreuses ruptures qui sont créées, que les équipes de fait ne sont pas suffisamment calibrées ou outillées pour bien accompagner ces enfants-là, qui, de fait, nécessitent une adaptation en termes d'accompagnement pour venir répondre aux besoins de ces enfants. Et donc, qu'on a progressivement cette augmentation de nombre d'enfants en situation de handicap qui sont arrivés et qui arrivent en protection de l'enfance, les dispositifs ont peut-être mis plus de temps à s'adapter, et après se posent des questions ou des enjeux peut-être plus de politique publique, de transfert de compétences d'une certaine manière entre ARS ou départements aussi, et c'est là où c'est un chemin commun qui doit certainement être trouvé. Voilà, moi j'ai des témoignages de retours et de difficultés, comment on fait sur les temps de week-end, sur les temps de vacances scolaires, quand les structures d'accueil du coup d'un enfant qui sont en journée ne sont plus présentes, mais aussi parfois des exclusions qui peuvent exister, qui font que du coup, si ça ne tient pas sur un lieu, et on en revient d'une certaine manière à la protection de l'enfance, qui est, pour schématiquement dire, qui est presque le dernier filet d'une certaine manière. C'est le moment où la famille n'a pas tenu avec le scolaire, la famille n'a pas tenu avec le scolaire, le médical, etc. Mais en fait, en dernier bout de la chaîne, d'une certaine manière, quand tous les autres maillons n'ont pas tenu ou n'ont pas été suffisants, ou où il y a eu des difficultés, pas suffisamment de soutien, on va aussi en discuter, parce qu'après, il y a cet enjeu de prévention peut-être et de soutien du coup aux parents qui ont des enfants en situation de handicap. En dernier bout de chaîne, il y a la protection de l'enfance. Et donc on a parfois, moi j'ai déjà vu aussi des jugements qui viennent confier un enfant à l'aide sociale à l'enfance en attendant qu'une notification MDMPH soit exercée. Donc pour dire que ça existe aussi, après maintenant, et l'enjeu c'est de venir, parce qu'une fois qu'on a fait ce constat-là, c'est de venir trouver des solutions pour ces enfants qui sont présents, et pour lesquels le plus de temps nous mettons à trouver des solutions, plus c'est certainement une violence vécue pour eux par ailleurs, parce que le fait d'être accueillis dans des lieux qui ne conviennent pas à leur situation est une forme de violence en soi aussi. Et gardez le micro puisque la suite elle est pour vous. Alors,
On évoquait précédemment rapidement les contractualisations État-département, notamment sur la prévention et la protection de l'enfance. Donc, il y a un rapport d'information qui a été fait en guise de bilan de ces contractualisations qui dit que les ARS comme les départements ont témoigné de difficultés dans leurs relations mutuelles. Derrière ces relations complexes et parfois conflictuelles se cachent plus fondamentalement des difficultés structurelles des politiques de santé dans les territoires. Deuxième verbatim qu'on voulait vous soumettre, plus récent, c'est un entretien d'Isabelle Santiago, qui est la députée qui va porter la commission d'enquête parlementaire sur les dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance, dans le média social, qui dit « Je veux, alors toujours sur ce sujet, je veux surtout qu'on arrête d'opposer État et département et qu'on trouve des solutions en mettant tout le monde autour de la table. » Alors ça, je pense qu'on se l'est tous dit 100 fois, mais il faut le répéter. Maintenant, qu'est-ce que ça implique et comment faire ? Oui, alors mettre tout le monde autour de la table. On avait quand même on a eu la stratégie nationale prévention et protection de l'enfance qui a été un premier pas et qui en tout cas a apporté ça, le fait de mettre pour le coup autour de la table et pas seulement autour de la table puisqu'il y avait des enjeux de moyens qui étaient présents, les départements, l'ARS et l'État. On attend la prochaine mouture qui visiblement va ouvrir et élargir à l'éducation nationale aussi. Donc ça, c'est une partie d'une réponse. Après, on peut aussi citer quelques écueils ou difficultés de cette stratégie nationale. C'est qu'on avait des enveloppes qui ne sont pas pérennes. Donc, quand il y a des enjeux d'ouverture de place, c'est difficile de les mettre en œuvre sans des enveloppes pérennes, à moins qu'il y ait un engagement du côté de l'ARS et ou du côté du département de les poursuivre ensuite. Il y avait tout de même une petite enveloppe qui était pérenne. En tout cas, nous, elle nous permet d'ouvrir des places, je crois pour 4 places du coup pour des enfants qui sont en situation de handicap accueillis en famille d'accueil, donc pour lesquels il y aura une formation et du répit qui sera aussi intégré. Mais néanmoins, c'est une partie en tout cas de solutions. Après, il y a la question des établissements à double habilitation, habilitation ASE et ARS. Nous, sur la métropole de Lyon, nous en avions un qui a été fermé pour dysfonctionnement, mais pour lesquels il y a eu un engagement du coup de ces institutions de sanctuariser l'enveloppe. Et donc, il y a un appel à projet qui vient de se terminer et pour lesquels on en est simplement à cette étape-là. Donc, on ne va pas pouvoir, de mon côté, aller plus loin, mais en tout cas, qui va viser à ouvrir à la fois des places d'hébergement et des places d'accueil de jour avec cette double habilitation-là. Et pour venir se dire que les deux sont concernés, autant du côté de l'aide sociale à l'enfance que du côté de l'ARS, et qu'on a ce sujet à porter ensemble. Mais très clairement, pour l'instant, moi, sur le territoire, ça ne répond pas à l'ensemble des besoins qui me sont remontés par ailleurs. On a eu quand même parallèlement le décret du coup de la loi Taquier sur la fin du dérogatoire qui est aussi arrivé. Alors, avec dérogatoire, bien sûr, on a la question de l'hôtel, mais on avait aussi la question des lieux non habilités qui parfois étaient sur d'autres départements, qui pouvaient permettre, parce que lieu dérogatoire ne veut pas forcément dire lieu où il n'y a pas d'encadrement, d'accueil, etc., qui venaient parfois permettre d'avoir des solutions pour des jeunes. Et c'est vrai qu'on se retrouve quelque peu en difficulté dans cette période de croisement, en tout cas, et presque en effet ciseaux. On essaye aussi de déployer des lieux de vie. Enfin, en tout cas, on a ouvert depuis le début du mandat 2 lieux de vie de 6 places et 2 dispositifs assez innovants portés par une association qui s'appelle des dispositifs accueil relais, qui sont avec des permanents lieux de vie pour être vraiment dans un format familial avec des professionnels qui sont présents sur place, etc. Voilà, de fait, on est sur des prix de journée plus importants, avec une présence des enfants plus importante aussi dans ces lieux. Et j'ai envie de dire, on brode d'une certaine manière, mais on a vraiment, je pense, cet enjeu, en tout cas, à avoir plus de dispositifs conjointement aide sociale à l'enfance et ARS. Oui. Merci. Oui, du côté de l'AIRE, effectivement, on essaye aussi de réunir tous ces gens-là autour de la table. Alors, des fois, c'est les échéances ministérielles, enfin, les mouvements des ministères qui nous empêchent de le faire. Des fois, c'est le Covid, etc. Quoi qu'il en soit, c'est pas simple. Et on aimerait surtout, et on organise là des journées en décembre prochain, justement, pour essayer de dépasser quelque chose qui est le stade de l'interconnaissance, parce qu'on nous sert ça depuis des lustres.
Donc, à force de s'interconnaître, on commence à se connaître pas mal finalement. Et on a envie aussi de passer la seconde sur cette affaire-là. Mais on sait bien ce qui bloque. Effectivement, il suffit de lancer un dispositif mixte avec l'ARS et le département autour de la table. On regarde un combat de coq, quoi, d'ego, sur qui est la tirelire, qui commande, etc. Pour ma part, on aura peut-être l'occasion d'en parler plus longuement tout à l'heure, on a, dans mon association, lancé un projet d'accueil justement pour ces enfants dits à double vulnérabilité, avec un micro-collectif de 4 jeunes et une équipe mobile qui vient en soutien, en prévention justement, auprès des familles d'accueil, auprès des MEX, de façon à ce qu'il n'y ait pas de décrochage. Et on vient proposer du répit justement avant même que ça décroche. Il faut se bagarrer à la fois pour pas qu'ils vous transforment ça en MEX, parce qu'ils sont bien d'accord sur le papier, ils trouvent ça super, la philosophie, le soin qu'on amène, etc. Vous rentrez les 4 jeunes dans le collectif, et puis la semaine d'après, on vous en propose 4, etc. Et là, ça ne se situe pas au niveau des chefs de service, ce sont les politiques qui interviennent, qui font un bras de fer avec la direction générale, et il faut résister à ça, parce que c'est pas simple. Et puis, si on veut transformer, si on n'est pas un peu rebelle, on ne va pas expérimenter. Voilà. Alors, je vais être courte parce que je pense que là, quasi la messe est dite, même si elle n'est pas en latin. Mais ça a de vertu que ça nous pousse à innover, à créer, à transformer. Et je suis d'accord, il faut arrêter avec l'interconnaissance. On se connaît sur les territoires, mais tellement plus que ce qu'on veut bien en dire. Voilà, c'est pas un défaut de ne pas savoir ce que fait l'autre, c'est simplement que on est articulé dans des couloirs de nage qui fait qu'on est en parallèle et on se fait coucou avec beaucoup d'attention, mais on ne fait guère que coucou. Là où de temps en temps, il faudrait arrêter de nager, se retrouver, enlever les petites lignes qui font les couloirs de nage et commencer à faire un rond. Donc, ce qu'on est en train de faire, et ça a ça de vertueux, c'est que l'associatif, on en parlait tout à l'heure en plénière, la question de la liberté. Alors, non pas que le service public n'est pas libre, et je ne suis pas en train d'opposer une vérité que serait celle des associations et puis quelque chose en creux qui consisterait à dire que les services publics ont tort. C'est simplement que, sans doute, dans nos organisations, on a l'attitude plus aisée et plus de souplesse. On va dire qu'on a le cuisseau agile pour pouvoir faire ce grand écart qui consiste à dire réunissons-nous, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble parce que, ayant signé des CEPOM, on a des capacités possibles de flécher des fonds qui vont permettre à un moment donné, dans de l'expérimentation, de mesurer si du répit c'est bien, si une équipe mobile c'est bien, si un accueil de jour c'est bien, voilà. Parce qu'on a ça de chouette, c'est qu'on connaît le public dont on parle, et on peut être force de proposition sur des territoires, à des départements, à l'ARS, et arriver avec un plateau qui consiste à dire voilà ce que nous on pourrait vous proposer, tout en étant très judicieux sur ce qu'on essaye de proposer en matière de dépenses et de fonds publics. Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que cette dynamique-là, quand bien même on la monte et on soit extrêmement volontariste, et je veux le dire comme ça, on est quand même vite arrêté par ça n'est qu'expérimental, ça n'est que suspendu, c'est exactement ce que vous disiez, Damien, et ça ne tient qu'à la bonne volonté. Et c'est fort dommageable parce que du coup, c'est quand même des besoins dont relève la population sur un territoire. Ça ne peut pas être que la question d'une bonne volonté. C'est la question d'une politique publique, mais qui doit se doter aussi forcément d'analyses plus fines pour savoir ce qu'il en est, de ce qui advient et de ce qui doit être pris en compte, sans que ça ne passe que par la bonne volonté. Maintenant, il faut que ça passe aussi par la bonne volonté, parce que c'est parce qu'on aura de la bonne volonté à travailler avec nos collègues du champ du handicap ou de la protection de l'enfance qu'on sera force de proposition et que, de fait, on s'interconnaîtra, parce que de toute façon, on aura des champs communs avec lesquels on peut largement travailler. Mais les territoires fourmillent d'envie et de volonté. Il ne faut pas que compter là-dessus parce que ça serait extrêmement dangereux pour notre politique publique. Mais par contre, c'est un ressort essentiel si on veut proposer et si on veut donner à voir le champ des possibles. Merci. Alors, c'est vrai qu'on a parlé dispositif, on a parlé établissement. Là, on souhaitait soumettre à vous le sujet de la désinstitutionnalisation à travers 2 verbatims.
un premier extrait de l'avant-projet du rapport « La désinstitutionnalisation des personnes handicapées » rendu par la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable du Conseil de l'Europe, rapport rendu en 2021, novembre 2021. Le verbatim que l'on a extrait est le suivant. Il est nécessaire d'adopter une approche systémique du processus de désinstitutionnalisation pour en assurer l'efficacité. Premier verbatim. Et second verbatim issu des observations finales du Comité des droits de l'enfant de l'ONU à la France, rendu en juin 2023. Un verbatim qui est le suivant. Le comité regrette l'insuffisance des mesures prises pour favoriser la désinstitutionnalisation. Que vous inspirent ces deux verbatims? Alors, on va commencer par un effet waouh. Alors, la désinstitutionnalisation. Moi, j'aime bien parler de instituer autrement. Parce que désinstitutionnaliser, ça a toujours ce côté critique de l'ONU, du patriarcat de nos institutions, des lois 75. On dit, ah là 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 là, que vous êtes trop, voilà, vous ne laissez pas de la place, vous ne faites pas ceci, vous ne faites pas cela. Diantre que nous sommes mauvais. Bon, alors on va arrêter avec ça, on va se foutre la paix, mais on va juste se dire que sans doute, effectivement, par contre, il faut bouger le curseur. Et bouger le curseur, c'est instituer autrement. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours conçu que avoir des murs, c'est bien parce qu'on peut s'y adosser. Les rendre poreux, c'est tout aussi bien parce qu'on peut les traverser. Mais il faut des deux. C'est-à-dire qu'il faut du passe-muraille et il faut du solide avec des étais. Parce que les situations qui nous sont confiées ou les situations que nous accompagnons, elles nécessitent de la force, elles nécessitent de l'appui, elles nécessitent de l'étayage et l'institution a ça de sécure. Si tant est qu'elle respecte dignité, qu'elle respecte prise de parole, qu'elle respecte intégrité. Maintenant, il y a toujours des institutions plus vertueuses que d'autres ou moins vertueuses que d'autres, mais globalement, j'aurais tendance à penser que quand même, nos associations tendent à être vertueuses, tout comme les services publics tendent à l'être aussi. Ce qui me paraît plus compliqué, c'est il ne faudrait pas que penser la désinstitutionnalisation nous amène comme ça à dire que ça va nous coûter moins cher demain, nécessairement, parce que les murs coûtent cher, l'hébergement coûte cher, et que finalement, ma foi, si nous entamions ce petit virage plus inclusif, nous y gagnerions quelques pécules pour lequel ce pécule est aujourd'hui largement manquant, ce que l'on peut tout à fait constater. Je ne crois pas que désinstitutionnaliser coûte moins cher. Je ne crois pas que le virage inclusif coûte moins cher. Je crois juste que ça transforme l'offre et que ça redéploie les moyens. Voilà, je vais m'en arrêter là pour que mes collègues prennent le relais. Oui, alors déjà, j'arrive pas à le dire, ce terme. Voilà. Oui, encore faut-il qu'il y ait des institutions pour les désinstitutionnaliser. Et quelquefois, elles ne sont pas toujours perceptibles, en fait, ces institutions. Moi, la méthode, en tout cas, qui a été employée par, en tout cas, l'expérimentation qui a été menée par les DITEP, je suis désolé, je vous resserre ce que je connais. Le déploiement dispositif, il a eu comme philosophie, en tout cas, de rétrocéder, je dirais, le parcours du jeune à l'ensemble des institutions et au droit commun. Je m'explique, c'est-à-dire qu'un jeune qui est détenteur d'une notification lui ouvrant droit à une compensation de son handicap via un dispositif ITEP, c'est pas uniquement aller vers un ITEP, c'est aller vers un territoire qui va lui offrir un parcours en dispositif ITEP. Certes, il va avoir accès à un plateau technique de l'ITEP et peut-être à une coordination de parcours qui émane de l'ITEP, mais il va aussi être pris en charge, accompagné par l'école de son secteur, le collège de son secteur, le soin de son secteur, la mairie de son secteur, le centre de vacances de son secteur, et j'en passe, en fait. Et ça, c'est pas toujours simple à faire passer comme philosophie, en tout cas. Et on espère bien que le prochain décret qui va toucher l'ensemble des institutions médico-sociales, notamment les IME, sera aussi vertueux peut-être que l'intention de la IRE à l'époque où on a souhaité déployer un dispositif. Ça n'a pas simplement recherché à faire aussi des économies. Donc voilà, il y a une méthode que j'aimais bien, qui était la méthode Maya. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Au départ, c'était plutôt Alzheimer. Ça a été étendu aux personnes âgées. Et puis après, PH, rejoint tout ça. Alors, ce n'est pas tant le nom ni quoi que ce soit, mais j'aimais bien la philosophie qui était, vous me corrigez si je me trompe, qui était de venir monter en compétence
tout un chacun d'un territoire, de façon à ce que, par exemple, la secrétaire de la mairie en sache suffisamment sur le handicap pour être la première pierre dans le parcours de la personne. Et ainsi de suite, comme ça. C'est-à-dire faire en tout cas chose commune sur des territoires, de façon à ce que cette préoccupation du parcours de ces jeunes dits à double vulnérabilité et autres soit l'affaire de tous. Oui, moi, j'entends le côté désinstitutionnalisation, le instituer autrement, ou en tout cas le fait de conserver les budgets, et qu'effectivement le tout inclusif ne veut pas dire économie de budget, ça j'en conviens totalement. Il me semble que les familles sont des institutions aussi. Donc moi, je me demande si c'est pas plutôt vers la multi-institution qu'il faudrait d'une certaine manière aller. C'est-à-dire qu'il peut y avoir la famille, il peut y avoir ce qu'on peut appeler l'institution scolaire, l'institution du soin possiblement, l'institution qui serait peut-être du côté de la protection de l'enfance ou de l'ARS ou de l'entre-deux, mais qui viennent permettre du répit, du soin. Parce que en fait, c'est plutôt un alignement certainement de plusieurs acteurs impliqués qui viennent faire en sorte que la situation tienne. Et voilà, moi, quand je parlais tout à l'heure de la question du transfert de compétences, c'est-à-dire que le fait d'avoir de moins en moins de places avec hébergement dans les structures médico-sociales, visiblement, en tout cas, ont des conséquences sur le fait que c'est moins tenable pour des familles. Et peut-être parce que pas suffisamment du coup soutenu dans le volet inclusif, mais qu'il y avait une forme de répit certainement qui devait exister aussi par cet accueil et cet hébergement en semaine, et que c'est un ensemble qui faisait que finalement l'enfant pouvait être à la fois en famille et à la fois en institution. Et donc voilà, moi c'est plutôt vers la multi-institution que je me demande si ça permettrait pas de trouver quelque chose qui permette du coup aux enfants de ne pas être baladés, on va dire, dans le temps, mais de l'être plus dans un quotidien, voilà, en fonction des différents temps de la vie. Donc un renforcement du maillage institutionnel lié à un peu cette méthode, donc pas Maya, mais voilà, qui prendrait la même méthode de travail un petit peu partagée, de monter en compétences communes. Je peux réagir sur la question. Oui, au contraire. Je voulais réagir simplement sur la question de l'hébergement au sein des dispositifs médico-sociaux. On nomme pas hébergement, d'ailleurs, ce terme-là, on ne l'emploie pas, parce qu'en tout cas, dans le cadre des DITEP, on parle plutôt d'une séparation thérapeutique qui ne vient pas répondre à un souci, je dirais, autour de la parentalité, mais bien comme un lieu de répit pour l'enfant et sa famille. Voilà. Et paradoxalement, moi, ça fait 18 ans que je suis dans mon ITEP, et j'ai connu l'époque où l'internat était obligatoire du lundi au samedi midi pour les premières années. Voilà, c'était décrété par mon directeur général, c'était comme ça. Et après, en deuxième année, on commençait à atténuer. Troisième année, c'était l'année de l'envol. Et quand il nous restait un quatrième année dans l'établissement, c'était un peu notre mascotte qu'on sortait quand on avait une personne qui venait visiter l'ITEP, parce que c'était quand même assez rare d'en avoir un qui reste 4 ans. Maintenant, il reste 8 ou 10 ans ou 12 ans, suivant l'âge qu'ils ont, puisqu'on peut aller jusqu'à 20 ans. Ce qui aussi a un effet sur les listes d'attente. Et la question de l'internat, on s'est dit, quand effectivement l'ARS nous a tapé sur les doigts en disant « Attention, la loi 2002, etc. Vous ne pouvez plus avoir un règlement intérieur aussi rigide, a priori. Les parents, on doit leur rétrocéder du pouvoir d'agir, etc. Ils doivent décider, etc. » Donc, on a commencé à dire « Vous voulez quoi pour l'internat ? Nous, on préconise de notre place, mais on ne peut pas vous le rendre obligatoire. » Et là, on a eu une baisse. Je suis passé, moi, sur mon ITEP, de 37 internes en début d'année à 12. Voilà. Et pour autant, là, le département, à ce moment-là, est venu nous taper sur les doigts en disant « Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous ne voulez plus accueillir d'enfants dans vos internats ?» Je dis « Bah si, c'est que les parents, ils ne veulent pas. » Voilà. Et ça a été quelque chose d'assez... ça nous a mis vraiment dans un état de malaise, quand même, cette affaire-là, parce que... à la fois, et ça a duré très longtemps, cette idée qu'on avait sorti tous les plus compliqués de l'internat. Ben non, mais on nous l'a obligé, en fait. C'est aussi ça, les effets de la désinstitutionnalisation.
Alors, on a un micro portatif un petit peu paresseux, donc je viendrai vers vous avec le micro. Je vais me positionner ici. Ça va? Non. Échec de la réanimation du micro. Bon, tant pis. Ça fait un peu émission de variété, mais c'est pas grave. C'est pas désagréable. Ça change. Voilà. Donc, un petit temps d'échange pour pouvoir réagir aux différents propos qui ont été tenus, aux différents verbatims, notamment s'il y en a certains qui vous ont particulièrement intéressé, marqué, interpellé, ou échanger plus globalement sur cette problématique et notamment le lien entre les différents partenaires locaux. Oui, bonjour, donc David Potier, je suis directeur général d'une association vendéenne qui intervient entre autres en protection de l'enfance et dans le champ du handicap aussi enfant. Je reviens un peu en arrière sur le terme double vulnérabilité parce que c'est quelque chose qui me chiffonne un petit peu. Parce que pour moi, il n'y a pas plusieurs vulnérabilités. On est vulnérable ou on ne l'est pas. Par contre, j'étais sensible à ce que vous disiez. Je suis complètement d'accord sur le fait que la vulnérabilité est une conséquence de quelque chose. C'est-à-dire on devient vulnérable parce que les difficultés qu'on a rencontrées n'ont pas été traitées. Et donc, à partir du moment où problématiques de santé, problématiques sociales, etc., qui n'ont pas été traitées, et alors on devient vulnérable. Donc on n'a pas, de mon point de vue en tout cas, pas une double vulnérabilité. On est vulnérable parce qu'on est handicapé, parce qu'on a un problème social, on est placé à l'aide sociale à l'enfance, mais c'est bien une conséquence de quelque chose et pas... voilà, ça, c'était une première remarque. La deuxième remarque sur les verbatims, c'est que, et c'était assez criant d'ailleurs, je pense qu'on a tous été confrontés à ça, c'est le deuxième, je crois, de verbatim, où il était dit l'ARS doit financer, je ne sais plus... Voilà. En fait, la question qui se pose, c'est pas de quoi ont besoin les enfants, c'est qui va financer. Et on est tous confrontés à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas forcément... Nous, les professionnels, les associations, comme vous l'avez dit, et je suis complètement d'accord avec ça, on connaît le public. On sait de quoi il a besoin, mais la question qui se pose, c'est pas de quoi ils ont besoin, puisqu'on le sait, la problématique, c'est qui va financer l'ARS, le conseil départemental, la DETS, la CAF, etc. Et en fait, beaucoup de projets avortent, et notamment des projets assez innovants. Dernièrement, on a proposé un projet innovant qui a avorté parce qu'ils ne se sont pas mis d'accord sur qui allait financer. Ils étaient tous d'accord sur l'intérêt. Mais qui va financer, ça bloque. Et puis, une troisième petite remarque sur... vous avez cité beaucoup de rapports qui ont été faits sur les dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance. Moi, j'interpelle en disant à quand des rapports sur les bons fonctionnements de la protection de l'enfance ? Parce que c'est aussi à cause de ça que la protection de l'enfance et puis tout ce qui en découle a une aura un peu négative aujourd'hui dans la société, puisqu'on ne parle que de dysfonctionnement. Or, je suis désolé, il y a aussi des choses extraordinaires qui sont faites en protection de l'enfance, mais on n'en parle pas. Alors, les émissions de télé, il y en a eu une récemment sur le handicap, sur Zone Interdite, on l'a tous potentiellement regardé, et en fait, ils font ça, c'est-à-dire qu'ils vont chercher l'établissement le pire, voilà, et puis ils disent, voilà comment ça fonctionne. Voilà, l'ASE, c'est comme ça que ça fonctionne. Sauf que ce n'est pas vrai, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et on est très créatif dans notre secteur. Je pense qu'il faut que quelqu'un ose faire un jour un rapport sur les bons fonctionnements de la protection de l'enfance. Voilà, c'est... Pierre-Gérard Wilmetz, donc... J'ai dirigé des établissements associatifs en protection de l'enfance. Et là, je sors d'une expérience où j'ai été 11 mois à l'administration provisoire d'une MEX, un établissement public autonome. Donc, je vous rejoins, je pense qu'il y a de l'agilité partout, que ce soit dans l'association ou dans le domaine public. Pour autant, moi, ce que j'ai observé sur l'année que je viens de passer, c'est qu'on a une vraie difficulté, notamment sur les situations qu'on nous propose, qu'on nous demande d'accueillir, avec tout le temps du surnuméraire, tout le temps des situations d'urgence où on doit mettre à l'abri un enfant qui a besoin d'être protégé tout de suite. On nous explique que c'est en attendant, et l'attente, c'est pas une attente, c'est-à-dire que finalement, on l'accueille quasi définitivement. Ça vient vraiment bousculer tous les projets associatifs, tous les projets d'établissement. Et donc, moi, ce que je constate quand même, c'est... là, par exemple, j'étais en Gironde, mais c'est vrai aussi dans le département du Nord, dont je suis originaire, et d'autres départements. Il y a un manque criant de place. En Gironde, 500 jeunes sans solution en protection de l'enfance. Les taux directeurs qui viennent d'être annoncés sont à 0.
Voilà, donc moi je pense qu'il y a un vrai problème de moyens. Quand vous parlez de qui va financer, c'est au-delà de qui, c'est quels sont vraiment les financements. Parce qu'aujourd'hui, on nous demande, je ne sais plus, je sais plus qui a utilisé le tonneau des Danaïdes, je pense que c'est vous à plusieurs reprises aujourd'hui. Je pense qu'on est dans cette dynamique-là où on nous demande, donc là on parle des doubles vulnérabilités. Moi j'avais par exemple quelques jeunes, elles sont encore là, moi je viens de rendre la fin de ma mission, administration provisoire, des jeunes en situation de risque prostitutionnel, avec un réseau qui est carrément départemental, et ça existe ailleurs, vu que j'étais, il y a une dizaine de jours, je pense peut-être un peu plus, aux Journées nationales de l'ANMEX, hein, où on a évoqué ces situations. Voilà, il y a vraiment des vulnérabilités aujourd'hui qui sont importantes pour tous ces jeunes, et j'ai l'impression qu'on constate tous la même chose, et que malgré, bon, je connais aussi bien l'air, vu que je me suis occupé d'un DITES à Nantes il y a quelques temps, j'ai l'impression en fait qu'on est tous d'accord sur le constat et qu'en même temps, on n'y va pas. Enfin, et ce n'est pas une question de bonne volonté, parce que je pense que nous tous, on a envie d'y aller. Et pour autant, il n'y a pas de dynamique. Alors, est-ce qu'il faut un chef de file, que ce soit l'ARS, le CD, je ne sais pas, mais voilà, on constate quand même des choses. Moi, par exemple, je prends l'exemple du risque professionnel. Je suis un peu long, mais je vais vous expliquer une chose. Une jeune fille de 13 ans qui est dans la prostitution depuis 2 ans. Vous voyez, 13 ans, elle a commencé à 11 ans. On a le conseil départemental nous a confié cette jeune pour un accompagnement 1 pour 1. Donc, c'est un accompagnement qui coûte par mois plus de 30 000 €. Non, 1 pour 1. Avec un appartement, un agent de nuit, un agent de jour, enfin, etc. Et en plus, on ne peut pas faire des cycles de 12 heures dans le public, on ne peut faire que 10 heures. Donc, ça coûte un peu plus cher. C'est inopérant. Je propose au département qu'il contacte un autre département à l'autre bout de la France pour essayer de faire un switch, parce qu'il y a les mêmes problèmes à Strasbourg ou à Lille. L'éloignement, ça aide, même si le téléphone, les autoroutes, ça peut vite revenir. Eh bien, on nous explique que ce n'est pas possible, alors que je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible et qu'il y a des solutions. Voilà, donc je suis intimement persuadé qu'on peut faire quelque chose, et en même temps, moi, j'ai constaté quand même cette forme d'immobilisme durant cette dernière année. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et donc, je suis assez d'accord, les vulnérabilités, voilà, on est vulnérable, on ne l'est pas, quoi. Et ça ne se compte pas 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et je pense qu'on sait. Et donc, maintenant, il est important d'agir. Mais je n'ai pas de baguette magique. Merci. Alors, ce que je propose, c'est peut-être laisser la parole pour des réponses, et ensuite je reviendrai vers vous suite aux questionnements, aux observations, puis aux témoignages. Voilà, si l'un des membres de notre panel souhaite répondre, prendre la parole, partager des retours d'expérience, et ensuite je reviendrai vers la salle. Moi, je veux bien, parce qu'il a été question, et c'est un des sujets, voire le sujet du budget, finalement, de qui finance. Ça fait partie, en tout cas, des sujets qui sont même portés au sein du Conseil national de la protection de l'enfance, sur le fait que, pour dire que finalement, une collectivité, à la limite, quelle qu'elle soit, hein, mais qui doit, à un moment donné, assurer l'accompagnement d'un enfant qui ne maîtrise pas, qui doit être accompagné, quand, quelles conséquences, et sa situation, et ben, de fait, il faut qu'il y ait une forme de flexibilité dans le budget, voire une possibilité que le budget suive par rapport aux besoins. Et c'est vrai que ce n'est pas le cas, hein, pour le dire, en tout cas à l'échelle des départements, de fait, on a un budget qui est contraint, qui est dépendant en tout cas, et on a de nombreux départements qui sont en difficulté cette année. Plusieurs ont reporté le vote de leur budget, dépendant du coup au DMTO notamment, et avec des baisses vraiment conséquentes, hein, sur l'année. Donc ça vient de fait avoir un impact derrière sur les possibles et sur les politiques publiques qui sont portées, alors que ça ne devrait pas être directement lié, ou en tout cas pouvoir avoir des recettes qui potentiellement viennent suivre des besoins à un moment donné, surtout sur une politique publique où on est à plus de 50%, une politique publique qui est judiciaire, donc qui vient, en tout cas, les situations sont confiées à la protection de l'enfance, et on n'a pas cette latitude-là d'une certaine manière. Et peut-être sur la prostitution des mineurs, je trouve que sur tous ces sujets-là, en fait, le seul constat qu'on peut faire, c'est que ça ne peut pas être une seule réponse d'une seule institution.
parce que là, il y a des enjeux de réseau qui se posent, il y a des enjeux du coup d'avoir des enquêtes judiciaires, des enjeux effectivement de protection, potentiellement d'éloignement qui peut être nécessaire et peut-être plus le milieu rural que le milieu urbain et encore, mais voilà. C'est tout. Et puis des enjeux peut-être de formation et de repérage aussi, parce que quand je disais tout à l'heure que c'était un phénomène certainement visible, nous on a vu sur le territoire de la métropole de Lyon, où il y avait un groupe de travail qui s'est constitué en 2020, où on a fait un plan métropolitain sur la question de la prostitution des mineurs avec des professionnels qui ont été formés, sensibilisés par une association qui intervient dans le champ de la prostitution adulte, mais du coup qui a fait une formation plus spécifiquement. Les retours des professionnels, c'est que maintenant, ils repèrent mieux et un phénomène qui pensait qu'il était inexistant il y a quelques années, maintenant, ils le repèrent plus facilement. Donc, on a vraiment ces palettes qui sont nécessaires, qui supposent arriver à travailler ensemble, de fait, entre différents échelons. Ça, on en convient totalement. Ah oui, d'accord. Peut-être le temps que le micro arrive jusqu'au monsieur, j'en profite. Sur notre territoire, effectivement, comme on s'est tellement interconnus et fréquentés, on en a fait une force politique aussi. Et je voulais quand même me faire témoin de ça, en fait, à une échelle départementale, surtout. On avait déjà une bonne structuration au niveau des ITEP, mais on a fait la même chose au niveau des IME. C'était un peu plus difficile, parce qu'on était un peu plus de protagonistes, mais on a réussi en l'espace de 3 ans à cartographier notre territoire. Il n'y a pas une commune qui ne sache quel est son établissement de référence, etc. Et les notifications sont fléchées sur les établissements de référence du territoire. Tout ça, ça fait une force politique qu'on n'a pas structurée sous forme d'association, justement, on a fait exprès. Il n'y a pas d'association, il n'y a pas de président, il n'y a pas de... Voilà, il y a simplement un représentant qui est tournant tous les 2 ans. Et ça, c'est juste parce qu'on le veut bien. Voilà. Et on a réussi à avoir un fléchage d'un CNR qui nous permet d'avoir une chargée de mission qui alimente, qui vient animer aussi notre territoire, y compris des commissions de priorisation que l'on a mis en place, notamment avec un outil d'objectivation des situations qui vient graduer les situations. Comme ça, on sait de quoi on parle tous en tout cas le même langage. Simplement dire que cette force politique, elle nous permet aussi à une échelle départementale de pouvoir dire non aussi. Quand il y a un appel à projet qui sort et qu'il n'y a personne qui répond, eh bien, ils sont bien dans l'embarras, les financeurs. Non pas l'idée de les mettre dans l'embarras, mais de leur dire le réel coût de ce que c'est qu'un accompagnement. On l'a fait dernièrement sur des MNA notamment. Voilà, ils ont acheté un bâtiment. Ils ont convaincu, ils étaient contents parce qu'ils avaient convaincu les politiques de la commune, etc. Parce que c'est pas simple d'installer des MENA, vous savez, sur une commune. Et puis, ils ouvrent un appel à projet et quand on va visiter le bâtiment, il ne correspond absolument pas à une qualité de prise en charge que nous, en tout cas, on estime. Personne n'a répondu. Eh bien, ils sont bien dans l'embarras parce qu'ils ont un bâtiment sur les bras et puis personne ne veut y aller. Donc, il va falloir qu'ils révisent leur projet et avant de relancer un appel à projet. Et merci. Thierry Hainaut, je suis président d'une association qui gère une maison d'enfants, mais aussi conciliateur à la MDPH du Pas-de-Calais. Et j'ai fait toute ma carrière à la tête d'établissements sociaux, médico-sociaux, MEX, IME, etc. Donc je connais un petit peu le sujet. Ce qui me surprend un petit peu, vous avez commencé votre propos par des chiffres. Alors, 17% des enfants accompagnés par l'ASE sont porteurs de handicap. Madame, vous avez ensuite évoqué 30 à 40%, ce qui me paraît excessif, mais je fais confiance à vos chiffres. Et je trouve qu'on ne se pose pas la question de savoir pourquoi autant d'enfants porteurs de handicap arrivent à l'ASE. Parce que dans l'ordre, en général, c'est comme ça que ça se passe. On diagnostique un handicap et ensuite, il peut y avoir des difficultés familiales. Alors, mon activité de conciliateur fait que je rencontre très régulièrement des familles qui se bagarrent pour la situation de l'enfant parce que quand elles en viennent à demander une conciliation, c'est qu'elles ont les moyens de penser qu'elles ont besoin de se faire expliquer la décision, voire qu'on peut peut-être la modifier. Et je rencontre souvent des familles donc, qui sont évidemment dans l'embarras avec un enfant porteur de handicap. Et quand on parle d'inclusion, alors
dans les dossiers que je traite, évidemment, on apporte du psychologue, du kiné, de l'ergo, etc. On traite le handicap de l'enfant et personne ne se demande comment cette famille accueille cet enfant porteur de handicap. Très souvent des familles monoparentales, parfois du fait du handicap de l'enfant, parce que quelquefois quand l'enfant arrive handicapé, monsieur pense que la vie est certainement plus belle ailleurs, et madame se retrouve toute seule. C'est pas une caricature, hein, c'est vraiment du vécu, quoi. Au téléphone, j'ai très très souvent des femmes seules avec leur enfant, atteints de handicap, et débrouille-toi avec, quoi. Voilà. Donc on ne se pose pas la question de la systémie familiale dans l'arrivée d'un enfant porteur de handicap dans une famille. On ne met rien en place pour aider cette famille-là à accepter le handicap, à expliquer le handicap de l'enfant, à l'accepter, et à savoir, peut-être qu'on éviterait des arrivées à l'ASE. Merci. Oui, Philippe Debrois, moi je suis directeur d'un DITEP sur le Cher. J'ai été bien, ça fait 12 ans, mais ça fait... Alors, auparavant, j'étais directeur de MEX, et donc je connais bien le secteur. Dans ce qui a été écrit, on a vu qu'il y avait des enfants qui étaient placés dans des foyers ASE, qui n'avaient pas de place pour prendre en charge le handicap. Et c'est aussi l'inverse, là. Il y a des enfants en ITEP qui ont des signalements, qui sont en attente de placement et qui posent des problèmes parce qu'il n'y a pas de relais et qu'on en fait avec les familles qu'ils ont pour le moment. Donc c'est vrai que c'est dans les deux sens. Alors, je crois que le souci vient de la formation, hein. Je pense que les professionnels ne sont pas assez formés. Sont pas assez formés, pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas de problème de recrutement, mes équipes sont là, la plupart viennent du secteur de l'ASE. Donc, ce n'est pas une question qu'à l'ITEP, ils savent faire et à l'ASE, ils ne savent pas faire, c'est les mêmes. Dans tous, ils ont fait la même formation, ils ont le même diplôme, etc. Donc, ce n'est pas un problème de formation. Ils vont dire, oui, mais là, on ne sait pas faire, là, on sait faire. C'est simplement un problème d'accompagnement, à mon sens, et aussi de formation complémentaire. Nous, on affecte 3% de notre budget à la formation, surtout notre CEPOM. Cette année, on a affecté 500 000 €. Du coup, quand on forme les gens, les enfants, on n'en forme pas un, on lui dit tu formeras les autres. On forme tout le monde. À l'analyse appliquée du comportement, à la gestion des crises, au management des crises professionnelles, pour éviter de gérer comment on gère une crise sans se faire mal et sans faire mal. Et si on ne forme pas tout le monde, à un moment donné, effectivement, on va avoir des comportements défis qui vont arriver. Quand on parle de 40% d'enfants en situation de handicap, combien il y en a qui relèvent des DITEP, qui ont des troubles du comportement? Il se trouve que la seule bonne nouvelle, c'est le seul handicap réversible. Donc, avec un accompagnement adapté, on doit pouvoir leur permettre de revivre à peu près normalement avec un bon accompagnement. Et les partenariats sont importants. Après, il y a des outils. Alors, est-ce qu'il faut toujours inventer des outils nouveaux? Oui, je pense de temps en temps. Nous, on forme les familles d'accueil, par exemple, de l'ASE. C'est-à-dire, il n'y a pas une famille d'accueil qui est embauchée dans le département sans le passer à l'ITEP et à l'IME pour qu'on leur fasse voir ce que c'est qu'un IME et ce que c'est qu'un ITEP. On le fait gratuitement pour le département. On ne leur fait même pas payer. On a fait une convention, on leur fait gratuitement parce que c'est notre intérêt dans l'accompagnement des enfants. Parce qu'on a besoin des lieux d'hébergement, les enfants sont hébergés, on a besoin de tout le monde pour qu'il y ait une prise en charge cohérente sur l'ensemble du parcours. Donc je pense que ça passe par la formation. Et après, il y a quand même des réglementations qui existent, qui ne sont pas mises en œuvre. Et je pense qu'il faut d'abord s'atteler à les mettre en œuvre. Je pense au projet de l'enfant. 2016. On est en 2024. Combien de départements les mettent en place de manière effective? C'est-à-dire dans l'esprit de la loi, comment il a été fait. C'est-à-dire que ce projet de l'enfant, il est construit avec l'ensemble des intervenants autour de l'enfant. Et pas que par le référent ASE. Si, quand il y en a. Quand il n'y en a pas, parce qu'il n'y a pas de département, il n'y a pas de projet de l'enfant. Donc, ils sont juste en train de réfléchir, de savoir quelle va être la forme, le canevas.
Donc, en limite, le calvaire, on souffre un peu. C'est le contenu qui est important. Donc, 8 ans. Là, il y a une nouvelle recommandation HAS quand même pour préparer les sorties d'ASE qui vient de sortir le 6 février. Là. Et ça, c'est aussi important, la prévisibilité, comment les enfants sortent, comment ils ne sont pas mis. Parce que quand il y a des enfants avec double vulnérabilité, c'est pas qu'ils sont vulnérables plus que d'autres, c'est quand même ils ont deux prises en charge d'État. Un, parce qu'ils ont une carence liée à l'enfance, et l'autre, qu'ils ont un handicap. Donc, ils ont quand même une double vulnérabilité et ça ne les aide pas pour certains. Comment il faut quand ils ont une orientation adulte, ces enfants qui ont une double vulnérabilité? Comment ça se passe quand ils sont à la majorité? Moi, j'ai déjà eu des enfants à ASE, à l'IME, que j'allais chercher ensuite au CHRS. Parce que ça s'est arrêté. Donc, toutes ces coordinations, il faut quand même les penser. Et donc, si on met en place déjà les outils existants, avec les recommandations qui s'appliquent, on arriverait peut-être déjà à avoir des solutions avant d'essayer d'en réinventer d'autres tout de suite. Alors, il en faut. On gère une équipe mobile ASE pour aller aider les familles d'accueil ou pour aller aider les foyers à faire des situations complexes. On prend les situations critiques. Oui. Rapidement, ça n'engage que moi, mais je pense aussi qu'on dégaine assez rapidement la question du handicap aujourd'hui, dans certaines situations, parce qu'elle vient résoudre quelque chose qu'on a bien du mal à résoudre, notamment le fait qu'il ait des difficultés de comportement à l'école. Et je ne parle pas de troubles du comportement, je parle de difficultés de comportement. Et tout ça avec une famille qui est un peu en difficulté. Et donc, c'est quand même beaucoup plus simple de se dire que c'est une question de handicap, cette affaire-là, plutôt que peut-être d'accompagner la famille. C'est là que je vous rejoins certaines fois. Je siège en CDAPH et je n'ai rien contre les personnes âgées, du tout. Mais quand on voit la composition des CDAPH, qui, alors fort heureusement, il y a des représentations d'associations, de parents, etc. Mais bien souvent, il y a eu 2, voire 3 générations qui sont passées depuis leur propre expérience de parents. Et on prend des décisions, effectivement, sur des dossiers. Enfin, là, c'est pas ultra simple aujourd'hui. On prend des décisions aussi qui sont quelquefois incomplètes, des dossiers qui sont incomplets, où il n'y a pas eu très souvent, moi, les jeunes qui arrivent dans mes établissements n'ont pas eu d'évaluation psy. Voilà, donc effectivement, il bouge un peu trop. ITEP, il arrive à l'ITEP, on se dit, non, il est déficient, le pauvre garçon, ou alors il est dans un spectre, il est rentré dans le spectre autistique, etc. Et puis là, si on parle d'orientation, réorientation, quand on a dans son CV une année d'ITEP, allez-y pour aller vous vendre dans un IME ou en tout cas avoir une place ailleurs. Donc je pense qu'il y a tout ce système-là. Je suis d'accord, les outils ils existent. Ils ont besoin peut-être d'être un peu revisités quand même. Et puis redire aussi aux enseignants qu'un enfant qui bouge, c'est un enfant qui vit. Alors juste 2 mots, puis après je vous laisse prendre le micro. Peut-être, vous avez raison, le monsieur du fond. La prévention. La question préventive, elle est majeure aujourd'hui si on veut entamer quelque chose de plus et systémique et global et de savoir d'où ça vient. C'est parce qu'on est toujours avec qui de la poule et de l'œuf. Donc, il y a un moment donné, effectivement, miser sur un caractère préventif et miser en protection de l'enfant sur l'accompagnement des parents, c'est capital. Et effectivement, aujourd'hui, on a du mal à savoir qui sont les parents de la protection de l'enfance. On parle beaucoup des enfants, mais on a beaucoup de mal à regarder les parents de la protection de l'enfance. Dans un système quand même aujourd'hui où précarité, inflation, etc. est grandissante et où on sent que même nos professionnels du milieu ouvert, ils tassent sur la question de l'accompagnement éducatif pur, puisque avant que de s'occuper de ça, ils vont déjà s'occuper de savoir si demain il y aura un toit sur la tête, s'ils ne vont pas être expulsés, si ils vont conserver leur voiture pour aller au travail et s'ils vont payer la cantine. Donc on voit bien qu'on est dans des préoccupations aussi aujourd'hui qui ont beaucoup varié et que ça ne nous laisse pas toute latitude à penser le caractère préventif. Puis après, sur le champ de la prévention, sur le champ de la formation, pardon, c'était vous, monsieur, qui en parliez tout à l'heure. Moi, je suis toujours très attentive à ça.
comparer le champ du handicap avec le champ de la protection de l'enfance aujourd'hui, il faudrait le faire à plateau technique identique. Faute de quoi on ne parle pas du tout des mêmes choses. Et puis avec cette question, par exemple, il n'est pas rare que des CNR arrivent dans les DITEP, dans le champ de l'ARS, dans ce que ne voit jamais la protection de l'enfance. Et donc du coup, je pense qu'il y a des expérimentations. Vous voyez, vous pouvez cranter des budgets parce que vous avez encore une petite marge de manœuvre qui vous appartient et qui est fort louable et tant mieux, mais que nous n'avons plus, nous, en protection de l'enfance, et que forcément, souvent, on nous compare en disant, attendez, la question du savoir du champ du handicap, moi, j'ai envie de dire, en protection de l'enfance, c'est pas nouveau qu'on ait des enfants en situation de handicap et des familles qui soient dans des complexités psychiques et psychiatriques délitées. Enfin, je veux dire, depuis la nuit des temps, on les accompagne. Donc, on n'est pas non plus novice au point de regarder ça ébobie sans savoir quoi en faire. Par contre, on est ébobie quand effectivement on a des taux énormes qui n'existent pas en protection de l'enfance et qui font que sur tout un week-end, vous avez, et moi je vais citer mon association, un éduc pour 8 jeunes, dont 87% sont sous traitement type psychotique. Je ne pense pas que dans le champ du handicap, on en soit là. Voilà, 24-24, avec tous les transports, la médiatisation avec les parents, les rencontres avec les magistrats, voilà, un éduc. Et personne va me dire « Mais Cathy, ça ne va pas du tout, que fais-tu, ma foi ?» Mais il n'y a rien qui réfère en termes d'opposabilité. Et donc, en fait, c'est là le truc, c'est que nous, on va se cabrer en protection de l'enfance parce qu'on a l'impression que le champ du handicap vient nous donner des leçons. Je suis ultra caricaturale, mais c'est important de se le dire pour justement cette fameuse interconnaissance. Où du coup, le champ du handicap viendrait nous donner la leçon de comment y faire et de comment mieux y faire parce qu'on ne saurait pas y faire. Mais c'est pas tant qu'on ne sait pas y faire, quand bien même il faut qu'on se forme. Là-dessus, c'est indéniable. Mais donnez-nous des moyens identiques et vous verrez qu'on va faire des merveilles. Et puis juste le rapport Beaune, vous avez raison, le rapporteur du Sénat, qui a dit « Arrêtons de légiférer. Déjà, appliquons ce qui a été voté. » Ça rejoint vos propos. Alors, moi, je fais partie de Mouvement Parental, je suis directeur général d'une association dans l'Aude. Moi, je crois que le décloisonnement, il est loin d'être acquis. On avait, je vais revenir sur le fait d'interconnaissance, je crois que pour nous, on a largement du travail à faire. Les deux associations qui gèrent l'ensemble des IME du territoire n'ont pas de MEX, ne gèrent pas d'établissement d'hébergement de l'aide sociale. Et très très peu de liens entre ce réseau. On fonctionne aussi en silo. Chez nous, c'est très client, comme le CD et l'ARS d'ailleurs fonctionnent aussi en silo, chacun dans son budget. C'est un peu du même ordre. Très clairement, donc on a un enjeu de cette nature-là, et je pense même d'ailleurs qu'on devrait s'appuyer beaucoup plus sur notre réseau, là, pour l'occurrence l'UNIOPS, qui peut permettre de faire des ponts, puisque c'est toute la pertinence, me semble-t-il, de cette union d'associations de différents secteurs. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je rejoins la question du diagnostic. Où là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'accepter un trouble autistique qu'un trouble du comportement, et où on se retrouve avec des diagnostics qui n'ont quasiment aucune valeur, et où on a vraiment du mal à adapter une prise en charge correcte en suivant derrière. Donc ça, nous, on a très clairement des enjeux. Puis je voudrais rappeler quand même qu'on nous a fait fermer les 3 internats qui fonctionnaient 365 jours par an. Déjà. Et qu'on est passé en 5 ans de 15% d'enfants dont les familles avaient un suivi avec une équipe d'ASE à 50%. À un moment donné, il y a peut-être de la misère aussi. À un moment donné, il y a peut-être des choses qui délitent dans la famille et où là, on en est le réceptacle à la fin. Et avec très clairement un délitement complet. Ce qui chamboule pas mal de nos établissements qui étaient habitués à papa-maman qui accompagnait les enfants. Papa-maman qui était là pour la brioche ou qui était là. Enfin, vous voyez, ce qui était dans un mouvement familial. Et qui là, tout d'un coup, ce n'est pas l'objet. C'est soit tu vas au CESAD, soit il est placé. On arrive sur des doubles contraintes de ce type. Et donc, avec des enjeux qui modifient profondément aussi les façons de travailler. Alors, je pense qu'il y a des vrais enjeux. Nous, ils ont fait un appel à projet. On s'est aussi réunis, là, pour le coup, puisqu'on était attendu au niveau des associations ayant des IME, et on a dit, non, on ne peut pas répondre à ça.
C'est au regard de ce qui est mis dans la corbeille, ce n'est pas possible. On va dans le mur, donc on va pas être complètement maso, on va pas y aller. Et donc, de fait, ça va ressortir. Et là, on minore très clairement. La stratégie actuelle, c'est la minoration des besoins, puisqu'on nous a ouvert un AMI pour 10 places de suivi, 5 pour des jeunes qui sont en ITEP et 5 pour des jeunes qui seraient donc en MEX et relevant d'IME. On est sur un département petit, certes, on pense qu'on est plutôt à 5 fois ces besoins-là, et on se dit on va y aller de façon à pouvoir mettre un pied dans la porte et puis continuer ensuite. Mais il y a vraiment des choix. Nous, on reste encore dans notre région sur des enjeux d'interconnaissance importants, mais ça ne suffira pas, évidemment. Et si vous voulez qu'on parle de l'émission, malheureusement, j'étais au cœur, donc je peux vous en parler, sur des méthodes de reporter, ou même Tintin faisait mieux. Compte tenu de l'horaire, je propose qu'on prenne une dernière intervention et nous aurons l'occasion d'échanger encore demain matin, comme l'indiquait Alexandra en début d'atelier. Merci. Gwenaëlle Boissy, directrice protection de l'enfance en Bretagne. Moi, je voulais revenir sur la question de la formation, parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent. Et moi-même, pendant un bout de temps, je me suis dit ça, et je me suis dit que la question des outils, tout ça, la formation, l'hyperformation, peut-être ça pouvait nous rassurer nous-mêmes. Et à l'inverse, je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train de trop se spécialiser et de créer des silos dans nos propres silos, c'est-à-dire en protection de l'enfance, c'est la même chose, handicap, c'est ah ouais, mais lui, il est autiste de telle manière, donc il faut absolument qu'il rentre dans cette case-là, il faut une grille de lecture très, très spécifique. Et je me dis que je repense à une synthèse, tout simplement, où on était tout plein autour d'une table, avec des acteurs, avec des super outils, des grilles d'analyse, tout ce qu'on veut, des équipes mobiles ressources et tout ça. Et au final, c'est juste la famille d'accueil, c'est la seule qui arrive à faire avec cet enfant-là, qui nous dit c'est un enfant. Puis elle s'est arrêtée là. Alors que tous les acteurs autour de la table, de faire trop d'analyse, est-ce qu'on n'est pas en train de se mettre une balle dans le pied? Ça, c'était ma première réflexion. La deuxième réflexion, c'est autour des questions de l'innovation. Alors, j'ai rien contre l'innovation, on innove tous d'une certaine manière, mais de ne pas oublier qu'il y a des choses qui existent depuis longtemps et qui marchent et qu'on n'a pas besoin d'innover en permanence. C'est aussi comment on remet la qualité de ce qui fonctionne depuis des années. Et à l'inverse, comme on ne nous parle que d'innovation, on oublie cette partie-là. Et parfois, moi, j'ai eu l'impression sur certaines réunions où on faisait de la coordination de coordination. Alors, on va avoir des équipes mobiles avec ceci, avec cela. Mais s'il n'y a personne sur le terrain pour prendre en charge, je vais utiliser ce mot-là volontairement, ou pour mettre les mains dans le cambouis, ou pour être concrètement avec cet enfant au quotidien, on pourra avoir plein d'acteurs autour de la table, mais ça ne va pas nous sortir des ronces. Et du coup, c'est plutôt cette dimension mobile, ça, qui va être valorisée et qui ne va pas répondre à nos besoins. Donc voilà, c'était les 2 points de vigilance. Bon. Merci beaucoup. Ah non, on est encore quelques... Alors, avec temps de réponse, 1 minute chrono, le dernier défi de la journée. Voilà, si vous le souhaitez. Un de vos 3. Donc sur la question de la formation, évidemment, on se pose cette question-là. On la pose aussi à l'école, au centre de formation sur Rennes, à Scoria. Il y a des choses qui sont en cours, des réformes, etc. On n'arrête pas de former, je suis d'accord. On a des gens bien formés aussi, il faut le dire. Et quelquefois, effectivement, les situations les plus délicates, on les envoie aux gens les moins qualifiés. Voilà. Et moi, je pense surtout à un réseau avec lequel on travaille beaucoup en Bretagne, qui s'appelle le réseau Accueil Paysan. Et que, le bon sens paysan, il a des vertus thérapeutiques. Voilà. C'est... Pas de soucis, c'est vraiment en train de se poser la question. On va pouvoir envoyer des hommes pour les week-ends à France parce que pas de vieux à habiter donc dérogatoire. Non, mais c'était fun. C'est pas à nous de lever ces questions-là, mais effectivement, quand on a la chance de pouvoir bosser avec ces acteurs-là, pour les situations les plus complexes, effectivement, quand on a un maillage bien construit, avec des lieux de respiration pour ces mômes qui ont quelquefois une très grande appétence dans le faire, parce qu'on psychote beaucoup, mais on fait moins quand même dans nos établissements. Et quelquefois, on a du mal aussi à trouver des gens qualifiés. Les gens sont qualifiés, mais ils n'ont plus nécessairement des savoir-faire.
manuels, des choses comme ça, de pratico-pratique. Et quand on arrive à mailler justement des parcours avec des gens qui ont du savoir-faire comme ça, des espaces thérapeutiques dédiés, et puis tout ça en lien avec la famille, on arrive quand même à faire des belles choses, en fait. Voilà, et pareil, la même chose avec les maisons d'enfants quand on les connaît bien, quoi. Voilà. Mais après, il faut tous les acteurs sur le territoire. Mais les autorisations. Non, après, juste dire que votre propos était d'une grande justesse. Enfin, au Canada, ils disent il faut que les babines s'alignent avec les bottines. Bah, ils n'ont pas tort. De temps en temps, c'est tout. Il faut dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. La vague de la coordination commence à s'éteindre, d'autant plus que se coordonner avec le vent, on ne sait pas faire. Donc après, on est plutôt dans une vague de coopération, et c'est plutôt plus vertueux. C'est mieux que l'interconnaissance, la coopération, parce que du coup, dans la coopération, il y a l'action, et il n'y a pas que se regarder dans les mirettes et se dire qu'on se connaît bien maintenant, parce que du battement de cils à un battement de cœur, il n'y a pas loin.